magnifique un peu faible. Après 20 ans de science-fiction, elle n'eut aucun mal d'ailleurs à reconnaître ses héros. Aucun mal non plus à leur trouver un nom. Après 20 ans d'existence journalistique, narrative et cinématographique, Superman venait de naître. Alan Shepard, Virgil Grissom, John Glenn, l'Amérique voulut tout connaître d'eux. À vrai dire, Glenn partait grand favori. Pas seulement parce qu'il réagissait fort bien à la centrifugeuse, cette étonnante machine qui fait que l'homme ressent parfois jusqu'à 18 fois son propre poids. Non, John Glenn, en somme, était le véritable héros américain, ouvert et tenace. On lui demanda une question curieuse. Vous avez dû penser que peut-être ce vol tournerait mal et que vous n'en reviendriez pas. Si cela devait arriver, quel souvenir voudriez-vous que votre fils garde de vous? Question intéressante, c'est le moins qu'on puisse dire, répondit-il. Eh bien, voilà ma philosophie personnelle. Je pense que chacun de nous possède certains dons. C'est à nous de les utiliser au maximum. Si l'on peut penser de moi que c'est ce que j'ai fait tant que j'aurais vécu, eh bien, je pense que c'est le meilleur souvenir que je puisse laisser. Leave that sort of a heritage that I used the talents I had to the best of my ability while I was here. I think that's the best memory anyone could leave. On alla trouver le numéro 2, Virgil Grissom, le bon Virgil qui refusait absolument d'être un héros. Et on lui demanda, est-ce que toute cette histoire a vraiment beaucoup bouleversé votre vie de famille? Oh, je ne pense pas vraiment qu'il y ait eu beaucoup de changements. À la maison, nous aimons être ensemble. Non, vraiment, ça n'a guère changé notre vie. Restait Alan Shepard. De lui, on ne sut presque rien. Sinon qu'il avait peu de sympathie pour les canaux pneumatiques et il faut croire que sa fille lui a donné des leçons. À Shepard, ironique et secret, on ne sut que demander si dans tout cela il ne se sentait pas un simple objet. Non, répondit-il, l'avantage sur le chimpanzé qui nous a précédés, c'est qu'au moins nous pouvons crier au bon moment. Glenn, Shepard, Grissom. À Cap Canaveral, près des fusées, ce fut en leur honneur que l'on construisit toute une ville. Here at Cape Canaveral, the astronauts are all ready. They will pave the way into space for the USA. They are guys with wives whose lives are just ordinary, but we'll pave the way, as we say, with JFK. There's John Glenn, Grissom, and Shepard, too, astronauts who really have come through. Clayton, Sherrar, and Cooper passed. Carpenter's bongos are a blast. Oh, let's all sing a toast to the men, the most in missiles. Oui, les astronautes étaient prêts, archi prêts. On leur avait accordé ce rêve qui nous est cher entre tous, celui de la non-pesanteur. En fait, ils avaient presque déjà quitté la Terre. Et lorsque leur corps fut exactement moulé pour leur vaisseau spatial, on découvrit tout à coup qu'ils étaient vraiment devenus des dieux. Le 27 mars, ce fut le monde entier qui se demanda quel sera le premier homme de l'espace, Virgil, Alan ou John. Le 12 avril, à la fin de la nuit, le monde apprit qu'il se nommait Yuri. Aux journalistes qui pourchassèrent sa voiture pour connaître ses impressions,
Alan Shepard refusa de répondre. Mais l'opinion américaine, elle, fut plus loquace. And I don't see any logical reason why we weren't the first to put a man in space. Well, my feeling is, too, that this country, I think, has lost a great deal of prestige. However, Nous sommes en retard, je suis bien obligé de le reconnaître, mais je ne vois pas pour quelle raison on ne rattraperait pas les Russes, nous aussi. Moi, je suis américain 100% et je voudrais bien qu'on fasse aussi bien que les Russes. Gagarine a réussi, c'est toujours un choc, même si on l'attendait. Devant la Maison-Blanche, aux responsables, même question. Combien ce retard? De 9 mois à 1 an de retard. Le professeur, ou plutôt le directeur de la NASA des recherches spatiales, Webb. Les succès soviétiques ont été rendus possibles, il ne faut pas l'oublier, par des années de recherche, de préparation et de travail. Il n'empêche que l'avance des techniciens russes provoquera des remous et des critiques sévères dans l'opinion américaine et jusque dans le Congrès. Le triomphateur du jour est un Russe, le professeur Léon Sedov, père du Spoutnik. De passage à New York, on lui demande: pensez-vous, professeur, que d'ici 2 ans, les Russes pourront aller dans la Lune comme en banlieue? Le professeur Sedov prend calmement son temps et répond: ça m'étonnerait, mais il est vrai que je suis un sceptique. Toujours les mêmes questions. Et la réponse franche définitive sera donnée par le président Kennedy. Que va faire le gouvernement américain et quelle chance avons-nous de rattraper ce retard? Nous sommes tous bien là et nul ne l'est plus que moi. Le fait est que les Russes ont pris sur nous une forte avance dans la technologie des fusées de lancement. Leurs fusées, plus puissantes que les nôtres, ont permis de satelliser un Spoutnik avant nous, puis de conserver cette avance en envoyant un engin habité dans l'espace. Quant à nous, eh bien, nous sommes décidés à n'épargner aucun effort pour combler ce retard, mais pour l'instant, nous sommes en retard. 5 colonnes à la une est allé aux États-Unis pour tenter de savoir pourquoi et quand. Monsieur Brooks, en tant que président de la Commission des sciences et de l'astronautique du Congrès des États-Unis, vous avez droit de regard sur toutes les recherches spatiales dans le pays. Je vais répéter ma question en anglais. Mr. Brooks, as chairman of your committee, you have jurisdiction over all space research in the States, I think. That's correct. C'est exact. Nous établissons les lois de ces programmes. Pourquoi la Russie vous a-t-elle jusqu'ici battu dans cette course de l'homme dans l'espace? Why did Russia beat you in getting a man into space? La Russie a de plus grandes fusées avec une plus grande force de poussée. Nous avons, nous, des fusées plus petites. Et si vous voulez savoir pourquoi, c'est que nous avons mis au point ces fusées pour porter des bombes atomiques dont nous avions réduit la dimension. Les Russes, au début, avaient prévu des fusées plus fortes pour leurs bombes atomiques. Nos fusées, pour cet usage, étaient suffisantes. Monsieur Brooks, quand pensez-vous rattraper les Russes dans ce domaine? Nous devrions parvenir au stade actuel des Russes en 1965, peut-être en 64. Mais la question est de savoir où en sera parvenue la Russie à ce moment-là. Il va falloir accélérer notre programme plus que nous le faisons actuellement si nous voulons les rattraper, rester à leur niveau et peut-être les dépasser. Quand pensez-vous être capable d'envoyer un homme dans la Lune? Eh bien, ça implique beaucoup de travail et ça prendra pas mal de temps. Je dirais, avec un programme accéléré, ça pourrait être fait en 67. Avec le programme normal, ça pourrait exiger jusqu'en 70. Qu'est-ce que c'est que le projet Rover, monsieur? Le projet Rover est le projet des fusées à propulsion nucléaire. Je pense qu'en mettant l'accent sur le projet Rover, nous pourrons, en temps voulu, dépasser de loin les Russes dans le domaine spatial. C'est après avoir vu les essais de la fusée Saturne que nous avons rencontré 2 autres savants du domaine des recherches spatiales. Monsieur Bourdeau, vous êtes chef des études de l'ionosphère pour la NASA.
C'est vrai, oui. Et Monsieur Jackson, je vais vous demander où étiez-vous hier quand on vous a téléphoné pour que vous participiez à cette interview? Oh, j'étais à Wallops Island, j'étais chargé d'un tirage de fusée, je suis revenu assez tard hier soir et pour ça vous ne pouvez pas m'appeler hier soir. Oui, les tirages de fusée, c'est pour vous une chose assez courante, assez commune. Oui, c'est assez courant, on y va un jour, on est de retour le lendemain. Il y a longtemps, vous deux, que vous êtes spécialisés dans ces recherches? Nous deux, nous travaillons dans ces recherches de 1946, quasiment 16 ans. Et évidemment, pendant cette période, vous avez dû travailler avec les fusées, j'imagine. Avec les fusées et aussi avec les satellites. Est-ce que vous pensez vraiment que l'Union soviétique Gagarin a envoyé un homme dans l'espace, M. Boudreau? Je crois que c'est vrai. J'étais désappointé que les États-Unis ne l'aient pas fait première. Oui. Après tous vos travaux, toutes vos recherches, quelle impression ça vous a fait? Bon, naturellement, en addition d'être déçu, il faut quand même se rendre compte que ce n'est pas le but unique de nos efforts. Et en fait, en ce qui concerne M. Bordeaux et myself, comme ingénieurs physiciens spécialisés dans la recherche pure, nous sommes un peu à l'écart de ces questions d'hommes dans l'espace. Enfin, nous considérons ça comme une partie du programme national. Vous n'avez pas l'air de considérer comme absolument primordiale la question du cosmonaute ou de l'astronaute, de l'homme dans l'espace. C'est une question importante et il me semble que dans quelques mois, nous serons peut-être en position d'avoir fait la même chose. Naturellement, ça ne sera pas aussi spectaculaire à ce moment-là. Est-ce que vous ne regrettez pas que ces programmes de lancement de fusées, toutes ces recherches se développent dans le climat international actuel? Enfin, je veux dire surtout le climat entre l'Union soviétique et les États-Unis. J'aimerais mieux si nous avons plus d'échanges de résultats. Pour exemple, en avril, nous avons une conférence internationale en Italie. Les États-Unis ont fait 39 rapports de résultats, les Russes 5. Combien est-ce que vous en avez lancé en tout de satellites? Oh, il me semble qu'il y en a à peu près 39 maintenant. C'est 29 pour les États-Unis. Ah oui, je pensais, oui, c'est 39 en tout. 29 ou 39? Non, c'est 39 en tout, 29 pour les États-Unis et 10 pour la Russie. Je pensais au nombre total, mais c'est 29 seulement pour nous. Dites-moi, celui qui est juste derrière vous, là, c'est à M. Boudreau que je m'adresse, parce que, M. Boudreau, parce que ça, je crois que c'est son enfant préféré et direct. Oui, c'est mon enfant. On a nommé l'Explorer. Comment est-ce qu'il s'appelle? L'Explorer numéro 8. C'est pour l'étude de l'ionosphère. Et vous l'avez lancé quand? Nous l'avons envoyé en novembre de 1960. Il est toujours sur l'orbite? Pour 50 ans, oui. Pour 50 ans. Et qu'est-ce qu'il fait là-haut, votre enfant? Il y a des instruments qui comptent les électrons qui sont responsables pour les communications de continent à continent. Est-ce que, en tant que savant, en tant qu'homme, vous êtes heureux? Oh, très certainement. Nos travaux étant purement scientifiques et n'ayant pas d'application militaire, nous rend particulièrement contents du travail que nous faisons. Au Cap Canaveral, il y a une école, bien sûr. Tout le programme habituel y est axé sur l'espace. On ne dit pas ABC, mais V comme Vénus. Il n'y a pas de problème de train, mais de problème de fusée qui se rencontrent en allant de Mars à Saturne. À une petite fille, nous avons demandé qu'est-ce qu'il faut pour aller dans la Lune. Elle nous a répondu, il faut de l'oxygène, il n'y a pas d'air.